Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre sur Lucasfilm qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Il s'agit d'un livre qui en fait partage des infos, des photos autour des archives de Lucasfilm. Et donc il se nomme From Star Wars to Indiana Jones. Donc ça va aller d'un sujet à un autre. Par rapport à cette trilogie de la fin des années 70, début des années 80 qui a fasciné le monde entier, et le début, j'allais dire d'une trilogie, lapsus révélateur, le début des aventures d'Indiana Jones qui a débuté au tout début des années 80 et qui là aussi a quand même fasciné le monde entier. Et donc c'est un bouquin que je dois à mon ami Daniel, coucou Daniel, qui me l'a revendu à un très bon prix, et je suis très content de l'avoir, parce que dedans c'est vraiment rempli de documents très importants, très intéressants. Alors évidemment vous me direz, maintenant à l'ère d'internet, c'est le genre de trucs que j'aurais pu trouver de moi-même, mais rien ne vaut le papier, rien ne vaut les documents, j'allais dire originaux, et surtout ce que j'aurais trouvé sur le net est très certainement issu de ce bouquin, et je suis bien content de l'avoir entre les mains. Voilà, ils ont fait un bouquin sur les archives de Lucasfilm, et ben moi j'aime bien archiver les bouquins sur les archives. Voilà, donc c'est un bouquin en anglais, hein, qui, pour une fois il n'y a pas le prix à l'arrière, vous le voyez, donc va proposer par ici, par exemple là, le modèle de tournage qui a mal vécu de Yoda, l'idole de fertilité qu'on voit dans Indiana Jones avec des détails qu'on aurait préféré ne pas voir, hein, parce que maintenant vous voyez à quoi ça ressemble. Là, le X-Wing comparé à un vieil avion trimoteur de l'entre-deux-guerres, l'épée certainement issue du temple maudit par rapport à un sabre laser, enfin voilà. En fait, le livre date de 1994, est édité pour sa version américaine par Chronicle Books, et en fait, en regardant un petit peu à l'intérieur, en trichant un petit peu, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un livre qui au départ est japonais, et donc ça a été traduit du japonais vers l'anglais, voilà, parce que les japonais ont publié nombre de choses très importantes et très intéressantes autour de films très importants comme Star Wars, et là, visiblement, c'était le cas, ce qui explique pourquoi les auteurs sont Mark Kota Vaz et Shinji Hata. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la couverture, je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Il y a de quoi voir. Bon, d'ailleurs, en furetant, j'ai toujours pas trouvé le prix, mais on va voir. Donc voilà, From Star Wars to Indiana Jones, le meilleur des archives de Lucasfilm. Donc 94, hein, ce bouquin a donc 25 ans. Et cette version d'ailleurs que je pensais donc anglaise a quand même été imprimée à Hong Kong. C'est amusant, amusant. Alors, Deborah Fine, directrice des recherches et des archives chez Lucasfilm. L'aube des rêves, avec donc une petite histoire de George Lucas, ses débuts avec THX 1138, American Graffiti. Marrant parce que là il y a une Dedoche. Voilà. Hop, 77 avec la guerre des étoiles. Donc là, ce qui aurait dû être le Millennium Falcon, donc le Faucon Millennium. Là aussi, une image présentant toujours le Faucon sur ce qui aurait dû être l'étoile noire, qui d'ailleurs n'était pas dans l'espace en fait, ressemblait beaucoup à Bespin au départ. Et donc finalement, modèle de tournage modifié, où ils ont gardé cette antenne qu'on retrouve d'ailleurs sur le Faucon de la nouvelle trilogie, sauf l'épisode 9 qui fait rien comme les autres. Et donc ils ont changé la passerelle pour donner cet aspect-là. C'est pour ça que cette maquette est si bien détaillée, alors qu'on la voit à peine dans le film. Là, le Star Destroyer, pareil, ils ont surtout détaillé le dessous
du vaisseau parce que c'est ce qu'on voyait le mieux dans la scène d'ouverture. Donc le reste, ils ont pu faire ça à qui mieux mieux, et d'ailleurs après on le voit à peine, le Star Destroyer, hein. On le verra beaucoup plus dans l'Empire contre-attaque, qui d'ailleurs n'a pas du tout les mêmes détails. Par exemple, sur les moteurs, ici, vous avez des petits détails en plus qu'il y a dans la Guerre des Étoiles, qu'il n'y a pas dans l'Empire contre-attaque. R2D2 et 6PO, ça je vous en ai déjà parlé. Donc les premiers croquis, la première forme de 6PO, qui devait ressembler donc à ça et à ça, qui a été repris d'ailleurs dans la série Rebels, et au final, on obtient ça. Casque original de Stormtrooper, Dark Vador, le costume de l'époque. Les détails là aussi sont très différents de ce qu'on voit dans l'Empire contre-attaque et surtout le retour du Jedi. Le storyboard. Ce qui était prévu pour Luke au début, qui est repris d'ailleurs dans Rebels. Ici le Landspeeder avec un prototype qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a au final. Alors, je préfère nettement mieux ce modèle là qui fait plus réaliste entre guillemets que celui-ci. On notera d'ailleurs que là, pour ce Landspeeder qui a servi pour le tournage, c'est carrément des figurines de l'homme qui valait 3 milliards qui sont utilisées, avec notamment là Obi-Wan qui est donc en fait Steve Austin. Le Sandcrawler pour les Jawa, l'arme des Jawa qui ressemble pas à grand chose d'ailleurs, costume de Jawa. Ici, un masque d'homme des sables, comme on disait en français, en fait c'est un Tusken Raider. Le blaster de Han Solo et sa ceinture avec Chewbacca. Ici, là on voit que le costume n'est pas porté, hein, très clairement. Ici donc le modèle de tournage du Faucon, mais avant cela donc de première maquette qui devait donc être le Faucon au départ. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir, parce qu'en fait quand ils ont fait ça, des gens très certainement en Grande-Bretagne leur ont dit mais vous savez que ça ressemble quand même vachement à l'aigle de Cosmos 99 qui date quand même de 74-75, et ils se sont dit on va éviter d'avoir des réflexions de la sorte. Par contre vous voyez que ils ont gardé ici là les canons qui se retrouvent finalement là. La cabine est ici, et du coup on comprend que la maquette définitive a été pensée à la fin du tournage. Ça explique sans doute pourquoi en fait là les personnes qui se retrouvent au canon ne sont pas avec la même gravité que le reste du vaisseau. Ça avait choqué personne à l'époque, mais en y réfléchissant bien, c'est vrai que c'était pas logique. Et là, bah, du coup, c'est sur les côtés, il n'y a pas de problème de gravité, c'est au même niveau que le reste du vaisseau. Enfin voilà. Les armes, donc ça aussi je vous en ai déjà présenté. Là on voit un petit peu plus près les sabres laser. Quand on sait que c'est fait avec des trucs de plomberie, des trucs qui étaient utilisés en fait pour des flashs de vieilles appareils photo des années 30 ou 40, c'est fou quand même. En fait c'est que de la récup. Peut-être pour ça aussi que j'adore. Et ça c'était un premier, comment dirais-je, un premier modèle pensé pour l'étoile noire. Mais finalement c'est quand même beaucoup mieux là. Et là c'est carrément un matte painting, hein. Ça c'est même pas la maquette. Ici les tourelles des tranchées un peu partout sur l'étoile noire en fait, hein. Ici les, comment on appelle ça, des tuiles si vous voulez, de la surface de l'étoile noire. Le taille que vous voyez là et qui est quand même beaucoup plus bleu qu'il n'apparaît dans le film. Dans le film on a l'impression qu'il est blanc ou gris. En fait vous voyez qu'il est bleu, et là c'est pas une photo de... A priori c'est pas une photo de l'Empire contre-attaque, hein. Les X-Wing, donc vous voyez là aussi, modèle de départ qui me semble être pris avec des morceaux de Formule 1 ou quoi. Proche du design qui était pensé par Ralph McQuarrie ici, qui sera repris de toute façon pour le X-Wing de la Résistance dans la dernière trilogie, et là le X-Wing tel qu'on le connaît au final. Ici le Y-Wing là aussi fait de briques et de broc de partout, et là le taille de Vador, et là vous remarquerez que le Y-Wing de la nouvelle trilogie ressemble à ce design là et non pas ce design ci. Voilà, ils ont voulu se la jouer originale, mais en fait ils le sont pas. L'Empire contre-attaque, ça je m'en rappellerai de cette image, hein.
c'est ce qui avait annoncé la sortie de deuxième opus de la Guerre des Étoiles. Alors ça, c'est un matte painting pour l'Empire contre-attaque quand ils sont dans la base Echo. Le propre droïde que j'adore et que je finirai par me faire tout seul en scratch. Hein. J'ai toutes les pièces qu'il faut juste que je trouve le temps. Le Tauntaun. Là, ça, c'est des images qui vont énormément me servir parce qu'avec tout ce que j'ai gardé en jouet de dinosaures et quoi pour faire le Tauntaun, ça va le faire. Ça va le faire clairement. Le Wampa, le peu qu'on voyait dans le film au départ, avant que les scènes ne soient enlevées parce que ça passait pas, c'était pas beau, donc on le voit à peine quand il attaque le Tauntaun et après on le voit vraiment à peine une silhouette dans une caverne avant que Luke ne lui coupe un bras. 2-1B, le droïde médecin que j'ai en jouet, que j'aime beaucoup. Là aussi un design qui est vraiment très très cool et surtout des photos qui vont bien me servir quand je le ferai un jour en scratch. Là, je vous ai présenté la maquette il n'y a pas si longtemps du Super Star Destroyer et c'est vrai qu'il est énorme, mais la passerelle était tellement énorme aussi qu'ils ne pouvaient pas le faire en entier, donc du coup ils ont fait qu'une partie et après ils mettaient en miroir et ils avaient fait un matte painting pour faire la totalité du truc. Là, des photos de très près du modèle de tournage du Faucon de l'Empire contre-attaque, qui n'est pas le modèle de tournage du Faucon de la Guerre des Étoiles, puisque dans la Guerre des Étoiles, il n'a que 3 trains et sur celui-ci, il en a au moins 5. Pas mal de détails ont changé du coup. Les AT-AT qui attaquent la base rebelle. Voilà, et donc cette photo, je pense qu'en fait, elle représente un modèle de tournage. Là vous voyez qu'il y en a d'autres, mais celui-ci je pense qu'il avait été fait exprès pour le moment où un des AT-AT s'affaisse sous le coup des lasers rebelles et il doit tomber par l'avant, et je pense qu'en fait les jambes avaient été plus ou moins coupées, que vu que on ne voyait pas sur le côté, pour qu'il puisse plier les jambes, voilà. Et je pense que c'est pour ça que ça ressemble à ça, et du coup ce modèle de tournage a été pris tel quel pour un AT-AT qui sert pour un jeu de cartes, je crois, ou un jeu de plateau, et du coup il y a les jambes, elles sont comme ça, là ici, comme ça, là il est en entier, là ils ont coupé ici, voilà, en fait c'était vraiment fait pour le déséquilibrer, pour que les jambes puissent se plier. Ils l'ont pris pour argent comptant, et du coup ils l'ont fait tel quel, tel qu'on le voit là, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité du AT-AT. Je vous mettrai l'image. Le Snowspeeder, très clairement le modèle que j'ai vu à la Cité des Sciences il y a plus de 10 ans. Le modèle en plus qui se crache sur Hoth, a priori. Ce qui est marrant, c'est que là ils ont mis Luke Skywalker Ready for Snowspeeder Action, alors qu'en fait ça c'est pas le cockpit du Snowspeeder, c'est le cockpit du X-Wing, et ça dans un bouquin aussi fourni en documents, je trouve ça un peu étrange, parce que là c'est très clairement le X-Wing, c'est pas du tout le Snowspeeder. Ça c'est un engin qui était prévu au départ pour l'attaque sur Hoth, et ce qui est marrant c'est qu'en fait ils vont reprendre ce design là pour Clone Wars, et on le voit aussi dans Rogue One, c'est le véhicule dans lequel est transporté Jyn Erso. Encore des storyboards. Le transporteur rebelle qu'on va voir régulièrement à partir de l'Empire contre-attaque. Donc le Star Destroyer, vous voyez. Dagobah, là aussi des images qui me sont très précieuses. Les différentes formes de Yoda avant de finir comme ceci. D'ailleurs là il n'est pas très beau. Le TIE Bomber et surtout l'espèce de limace de l'espace énorme qui traîne dans les astéroïdes. Ça, il faut savoir qu'en fait c'est un modèle de tournage, le TIE Bomber, qui a été fait à partir de la maquette MPC du TIE de Vador. Donc là ils ont juste rajouté des pièces, ils ont pris certaines pièces du TIE de Vador, et le reste c'est des trucs de fusée Apollo, si je me rappelle bien, entre autres. Là des images du storyboard de l'arrivée sur Bespin, de superbe matte painting, encore une fois de Bespin, avant que ce soit modifié dans la version
du milieu des années 90 de l'édition spéciale. Ils ont tout refait en images de synthèse, mais c'était quand même superbe pour l'époque, quoi. Le Slave One et le Cloud Car. Slave One, je vous en ai montré plein de versions de maquettes. Le Cloud Car, je l'ai fait tout seul, mais enfin c'est ma version, donc du coup ça a peu de choses à voir avec ce que vous voyez là. Boba Fett, là avec une belle photo du casque qui me servira bien pour terminer enfin ma figurine de Kaiyodo en soft vinyle. Là on voit les premières esquisses de Boba Fett. Là donc la rencontre Vador-Luke sur Bespin. La frégate médicale composée de tout un tas de trucs. Et du coup j'imagine qu'il y a pas mal de maquettes de bateaux, d'avions et tout ça là-dedans, mais c'est dans le film en tout cas ça passe très bien. Là on voit quand même pas mal de détails faits de briques et de broc, mais j'aime beaucoup. Voilà. Return of the Jedi. Au début ça devait être la revanche du Jedi, puis au final ils ont dit finalement un Jedi ça se venge pas, allez hop on change. Donc premier vaisseau qu'on voit inédit dans le retour du Jedi, c'est la navette impériale, qui serait plus ou moins inspirée du T-16 Skyhopper qu'on voit effectivement dans la Guerre des Étoiles, même si c'est dans un coin d'image, et qui est aussi en miniature comme ça utilisé par Luke dans son garage. L'étoile noire, alors vous ne rêvez pas, en fait l'étoile noire a bel et bien été fabriquée comme ça, et puis au final ça plaisait pas à George Lucas et ils ont dû inverser l'image, mais le modèle de tournage qui a été fait en entier était bel et bien dans ce sens là. Voilà, parce qu'au final on la voit comme ça alors qu'au départ elle était comme ça. Encore un matte painting. Le palais de Jabba. Les différentes créatures qu'on voit dans le palais de Jabba, il y en a un paquet, le garde gamorien, Salacious Crumb, on va pas tous les citer. Voilà, Jabba qui a été une créature assez difficile à faire. Il y avait plusieurs nains qui activaient différents morceaux de Jabba à l'intérieur. Et apparemment il aurait coûté plusieurs millions de dollars ce Jabba. Han Solo dans sa carbonite. Le costume de Leia en chasseur de primes, le rancor, ici les barges de Jabba. Ça j'aimerais bien me les faire en maquette. J'avais commencé quand j'étais plus jeune à faire ça en carton, je l'avais quasiment terminé, et puis après, bon, comment dirais-je, j'avais grandi, donc ça m'intéressait plus trop de fabriquer des trucs comme ça pour mes jouets, puis je préférais passer aux maquettes. Superbe dessin, ça me fait penser au magnifique dessin pour les coiffures de Amidala dans l'épisode 1 99, mais vous voyez que début des années 80, pour le retour du Jedi, ils n'étaient pas en reste pour la princesse Leia. Donc les gardes de l'empereur, rouge, un dignitaire impérial, ça fait très dessin de Mobius, voire de Druyet. Ça on le voit pas non plus nécessairement dans le film tellement c'est bien foutu, mais toute l'assemblée de soldats qu'on voit à l'arrivée de l'empereur, c'est du matte painting. Il y a très peu de vrais acteurs dans cette scène. Masque de l'amiral Akbar, les vaisseaux donc Calimari, donc la race de l'amiral Akbar, qui sont des capital ships, qui sont aussi gros que des Star Destroyers, qui sont absolument magnifiques, et qui jouent à la fois avec des trompe-l'œil pour les panneaux qui se trouvent sur le vaisseau, mais aussi avec des tas de détails qui ressemblent donc à des coques de bateaux inversées. Le biker scooter son speeder bike. Voilà, ça c'est des images qui vont bien me servir pour un projet que je ne vous ai pas encore présenté, qui traîne dans mes cartons là à côté, mais voilà, vous voyez que le speeder bike il n'est pas impeccable en termes de peinture. Il y a moyen de faire des choses assez sympas au niveau de l'aspect marron
qu'il y a dessus. Donc en plus là il y a un Biker Scout et là il y a la figurine articulée et animée de Luke qui va être parfaite pour le projet que j'ai en cours. Je vous ai présenté aussi le Scout Walker et le voilà dans sa version retour du Jedi. Les Ewoks, la bataille finale avec l'Empereur, un matte painting qui est magnifique mais la scène ne marche pas dans le film, je trouve. Nien Nunb, l'intérieur de l'étoile noire, un détail de Star Destroyer ici, de nouveaux vaisseaux rebelles, le B-Wing, le A-Wing, les vaisseaux de l'Empire, il y a le TIE Interceptor, le fameux casque de Vador que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, et vous voyez que là, les détails, celui que j'ai en fait manque de ces détails-là. Voilà, ils y sont, mais c'est pas aussi bien que ce que vous voyez là. Mais c'est déjà pas mal. Encore une fois, je le répète, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, et donc du coup, on passe du coup à Les Aventuriers de l'Arche perdue. 81. Donc film génial, ça fait vraiment partie de mes films préférés. Donc l'idole de la fertilité qu'on voit au début du film, en fait visiblement ce serait une femme en train de donner naissance à un bébé, à un enfant. Moi sincèrement avant de voir ces images là je ne savais pas. Là donc matte painting tellement magnifique que même moi je ne m'étais pas rendu compte que c'en était un dans le film. Là, des vues de près du médaillon qui va permettre à Indy de retrouver en fait l'endroit où se trouve l'Arche d'Alliance. Et les épées, en fait c'était les épées, j'allais dire arabes, je sais pas de quelle origine elles sont, en tout cas c'est celles qu'on voit apparemment dans la scène où le gars joue des épées et que Indiana Jones sort ses flingues. La légende veut d'ailleurs qu'il ait fait ça parce qu'en fait il était malade, il avait la courante, il n'avait pas la possibilité de faire des scènes d'action et donc du coup il s'est contenté de tirer et voilà, et c'est pour ça qu'il est en sueur et tout, parce que je pense que dans la seconde qui a suivi le tournage de la scène, il passait directement aux toilettes, voire il était en train de se faire dessus. Alors je ne savais pas que un des officiers allemands devait avoir un bras mécanique, mais heureusement qu'ils l'ont pas gardé parce que ça aurait fait un peu too much. Mais ça fait très Hellboy hein, quand même. Ça c'était les avions qu'ils avaient prévus au départ, qui font encore beaucoup trop moderne. Celui-ci par contre fait beaucoup plus crédible, même s'il est absolument pas vrai. Enfin il n'a jamais existé quoi. L'aile volante. Là, c'est dans un décor réel, puisqu'en fait, il s'agit d'une vraie base de sous-mariniers qui avait été utilisée d'ailleurs pour Das Boot. Et les décors avaient été laissés tels quels, les drapeaux nazis également. Il y avait tout le matériel nécessaire sur place, y compris le sous-marin. Et Steven Spielberg, qui est passé juste après le tournage de Das Boot, a profité du fait que les décors étaient encore en place pour tourner ce qu'il avait à faire autour d'Indiana Jones. Et ça lui a pas coûté un rond, quoi. Donc c'est juste génial pour lui parce que c'est des scènes qui sont absolument magnifiques. Donc l'Arche d'Alliance, des détails avec les pierres précieuses qu'il y a sur le torse de Belloc, qui est français d'ailleurs, appelons-le, et ce superbe matte painting qui aura marqué l'imagination de tout le monde avec toutes ces caisses de partout. Et en fait, rien n'existe de tout cela, juste le milieu de l'image qui a été tourné. Sinon tout le reste c'était peint à la main. Le temple maudit, donc 84, c'est certainement avec le crâne de cristal, certainement le film d'Indiana Jones que j'aime le moins. Pour ne pas dire que je déteste ce film, j'ai essayé de lui redonner une chance en le revoyant en DVD il n'y a pas très longtemps, mais à l'époque j'avais détesté. Je m'étais surtout dit que je m'étais fait avoir parce que bon, ce film qui est sorti en 84 aux États-Unis, on va dire 85 en France, franchement je me suis dit mais pourquoi cette pétasse, pourquoi ce môme qui ne demande que des claques, pourquoi faire ça avant les Aventuriers de l'Arche perdue, pourquoi?
J'ai détesté. Franchement, pour moi, c'est les films 1 et 3 et voilà. Donc ça n'empêche que ça a quand même demandé du boulot. Donc c'est vrai que c'est impressionnant avec les scènes, avec les wagonnets et tout. Tout n'a pas été tourné en vrai. Il y a forcément eu des miniatures. Et les trucs récupérés ne ressemblent pas à grand chose quand même. Hein. Et heureusement, on en termine là. Il n'y avait pas beaucoup d'archives visiblement. Donc Indiana Jones et la dernière croisade. Donc ça par contre c'est du film. Il y a pas mal de trucs qui vont pas dans ce film, mais on s'en fout parce que c'est tellement bon. Avec la jeunesse d'Indiana Jones au début du film, avec la croix qu'il tente de récupérer pendant des années. Toute la scène avec la poursuite sur le train et tout ça, c'est que le début du film, c'est juste génial. Les trucs autour du Graal, la recherche du père, Sean Connery qui arrive quand même après, je vais dire la bataille. Non mais c'est à la fois drôle et épique quoi. Ce film, il est génial. Bon, je suis assez étonné parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de documents très intéressants autour d'Indiana Jones là. Ça, c'est justement la scène qui me déplaît dans le film, c'est qu'à un moment, l'avion allemand qui les poursuit perd ses ailes en passant par le tunnel. On voit très clairement qu'il passe au milieu du tunnel et que le fuselage passe à peine dans le tunnel. Et ensuite, on le voit passer à côté de la voiture des Jones et il les dépasse. Il est juste à côté. Et alors que l'instant d'avant, il passait à peine dans le tunnel, quoi. Donc il y a un gros problème de proportion quand même. Hein. Mais bon. Ah oui, cette scène avec le tank, c'est juste génial aussi. Enfin, j'adore ce film. Vraiment, il est très très bon. Ça, si je me rappelle bien, en plus, il est de 89, je crois, ou 87. 89. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc d'ailleurs, si vous voulez voir quelque chose de très intéressant concernant le vieillissement de ce personnage dans le film, il y a un sujet qui lui est consacré sur la chaîne de mon ami Gorkab. Coucou Gorkab. C'est très intéressant, c'est du morphing, figurez-vous. Voilà, donc on en a fini. Voilà, après c'est quelques images, Future Dreams avec Willow. Voilà, là, la Tucker Torpedo pour un film autour d'un concepteur de bagnole révolutionnaire qui va tenter de donner corps à son rêve, va devoir faire beaucoup de concessions. Ça va rester des voitures de légende, mais il va laisser sa santé, sa famille. Voilà, Howard the Duck, un film que je déteste, mais que beaucoup estiment être culte. Mais sincèrement, chez moi, ça passe pas. C'est un peu comme Buckaroo Banzai, j'arrive même pas à le dire. Mais voilà, donc ça, From Star Wars to Indiana Jones, un excellent bouquin. Mais ce n'est rien par rapport à ce que je vous réserve pour le prochain week-end, avec mon premier bouquin de 2020. Je vous fais un petit teaser, puisque je vais vous présenter The Art of Special Effects, avec Industrial Light and Magic. Et là, ça va envoyer du lourd. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints pour cette fin d'année. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse d'ailleurs avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à l'année prochaine pour un nouveau bouquin concernant ILM.